Une réflexion sur l'avenir de la filière minière artisanale doit se faire au plus vite. La phrase est issue d'un courrier du groupement des artisans miniers adressé au président de la collectivité, Gabriel Serville. Une réunion va se tenir à la mi-journée à la CTG. Une quinzaine de professionnels du secteur minier sont attendus. En cause notamment un article du code minier demandant aux artisans des cautions financières importantes pour toute nouvelle autorisation de travaux miniers. Pour en parler, Thierry Favaretto est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Thierry Favaretto. Vous êtes le directeur général de la compagnie minière Cial. Vous exploitez, je crois, principalement dans l'ouest, c'est bien ça, vers Saint-Laurent-du-Maroni, la commune de Saint-Laurent. Et vous serez donc présent à cette réunion aujourd'hui avec Gabriel Serville. C'est quoi l'urgence exactement ? Dans le courrier que j'ai évoqué, vous parlez d'expiration de la profession, de survie de la filière. Pour quelle raison ? Alors, si vous me permettez, j'aimerais citer 2 lignes du rapport d'enquête de l'Assemblée nationale qui date de 2022, qui va un peu situer où on en est. Donc, l'activité minière artisanale guyanaise est le 2e secteur industriel de Guyane. 550 employés directs et 1000 emplois indirects. Donc, on est un secteur d'activité important. Et en face de nous, on a 10 000 clandestins qui pillent 10 tonnes d'or par an. 10 tonnes d'or au prix actuel, c'est 600 millions d'euros. Sans retombées pour la Guyane. Donc, à cela se rajoutent 70 millions d'euros dépensés pour la lutte contre l'orpaillage clandestin avec Harpie. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de la CTG pour 2022 était de 769 millions d'euros. Ça vous donne une idée de ce qui est pris par les clandestins. Donc, qu'a trouvé l'État pour juguler ce problème ? Eh bien, c'est de nous arrêter à nous les légaux. C'est de nous arrêter à nous par diverses règles de plus en plus compliquées, des normes inapplicables pour la Guyane, des normes européennes, souvent françaises, métropolitaines, qui ne sont pas applicables pour nous et qui font, en fait, rendre de plus en plus difficile notre profession. Et maintenant, on finit par la garantie financière qui, pour nous, est la mort de l'activité minière dans moins de 12 mois. Pour vous, la corrélation, elle est vraiment directe entre, d'un côté, ce que vous vivez, vous, opérateurs miniers légaux, et de l'autre, finalement, ce qu'on constate en termes d'orpaillage illégal ? Pour toute personne sensée, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit le Guyana est en train de se développer grâce au pétrole, le Suriname est en train de se développer grâce au pétrole. Nous, on ne fait pas de pétrole, mais on a de l'or. Historiquement, on a de l'or en Guyane. Donc, mais par contre, on a une concurrence déloyale je le répète, de 15 000 clandestins qui nous pillent 10 tonnes d'or depuis 20 ans. Donc, on fait quoi ? On développe le secteur minier légal et on profite de cet or, l'économie locale profite de l'or, ou alors on disparaît et on laisse tout l'or aux clandestins qui, eux, ne rapportent strictement rien. Alors vous l'avez dit, Thierry Favaretto, l'orpaillage illégal, ça fait plusieurs décennies maintenant que ça existe en Guyane avec la situation qu'on connaît. Vous avez rappelé les chiffres. C'est quoi finalement l'urgence d'aujourd'hui, là, en ce début 2024 ? L'urgence, on a le même problème que les agriculteurs en France, ou que les agriculteurs en Guyane. Il y a beaucoup trop de normes. Une empilation de normes qui fait qu'on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler, on ne peut plus s'adapter, on n'a pas le temps de s'adapter. Et surtout, c'est des règles inapplicables. Donc depuis 2017, il y a un système dérogatoire pour la Guyane, pour nous, les orpailleurs guyanais. Et nous souhaitons pouvoir bénéficier encore cette année, et encore pour plusieurs années, de ce système dérogatoire. C'est-à-dire que on ne peut pas nous dire vous devez avoir les mêmes règles que la métropole. On ne peut pas effacer le fait que nous sommes à 8000 km de la métropole, que nous avons un climat tropical et que nous avons 15 000 clandestins qui nous font concurrence. D'ailleurs, vu que vous parlez de régime dérogatoire, on l'avait bien vu pourtant dans la réforme du code minier qu'il y avait un chapitre finalement qui était prévu pour les Outre-mer et un autre plus particulièrement sur la Guyane. Il se trouve qu'on parle précisément aujourd'hui des garanties financières. Et pour nous, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que ces garanties financières soient mises en place. Ces garanties financières, elles sont inappropriées. C'est par exemple une garantie financière, c'est pour
s'assurer que le coût de la restauration, et le démantèlement de la base vie sera assuré dans les années qui viennent. Or, nous n'avons jamais de problème. Aucune compagnie minière n'a de problème avec ce genre de sujet. Ça fait 20 ans qu'on réhabilite nos sites, exactement comme nous demande le préfet. Ça fait 20 ans qu'on démantèle nos bases vie. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de sortir des nouvelles règles qui vont juste tuer notre profession et qui vont surtout empêcher les jeunes Guyanais de se lancer dans leur paillage. On va revenir évidemment sur cet aspect-là, vu que c'est un des points finalement qui a fait que vous avez demandé cette réunion aujourd'hui avec le président de la CTG, Gabriel Serville. Mais d'abord un mot sur ce que vous avez commencé à dire sur ces fameuses normes qui finalement handicapent votre travail au quotidien. Quand on ne travaille pas dans votre secteur, ça peut peut-être paraître un petit peu flou et abstrait. Ça veut dire quoi très concrètement le fait que les opérateurs miniers guyanais sont de plus en plus, selon vos termes, noyés finalement sous toutes ces normes administratives. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a une norme européenne, c'est la norme des 35 mg par litre de matière en suspension. Donc, elle est faite, c'est une règle, je pense qu'à la base c'est allemand. On nous demande, à nous, de respecter une règle métropolitaine, européenne, sachant qu'ici il pleut entre 20 et 40 fois plus qu'en Europe. Donc vous imaginez bien que c'est impossible. Toute personne sensée dirait non mais c'est impossible à respecter. En métropole, quand il pleut, en aval des champs agricoles, pendant plusieurs jours, l'eau est turbide. C'est normal, un champ est labouré, c'est normal que l'eau soit turbide. Et tous les habitants des régions agricoles trouvent ça parfaitement normal. Nous, en Guyane, on travaille sur plusieurs hectares, on réhabilite nos sites, et il pleut 20 fois plus qu'en métropole. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ponctuellement pendant plusieurs jours? L'eau, automatiquement, est turbide. Donc on dépasse la norme des 35. Eh bien, nous, on se prend des amendes de 7 500 € à chaque fois. À chaque fois qu'on est contrôlé après une pluie, on se prend une amende. On n'arrête pas de dire que cette norme n'est absolument pas applicable à la Guyane, qu'il y a une spécificité guyanaise. Ça fait des années qu'on nous dit oui, effectivement, il y a un problème. Non seulement on ne règle pas le problème, mais on nous met des amendes. On empile les amendes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y aurait des romans à écrire là-dessus. Donc en fait, c'est une série finalement de détails qui, collés les uns aux autres, font que ça devient difficile pour vous. Le discours officiel de l'État, c'est on est pour la mine légale. Ça, c'est le discours officiel. On l'entend. Mais force est de constater que cet empilement de règles et le zèle qu'ont les fonctionnaires à les appliquer font que petit à petit nous disparaissons. Oui, parce que je me souviens quand la réforme du code minier était passée, ce qui avait été mis en avant notamment par le gouvernement, c'était justement que cette réforme, c'était un compromis finalement entre d'un côté les exigences environnementales et de l'autre la consolidation du secteur minier. Nous sommes bien conscients qu'il y a un problème environnemental, nous en sommes conscients. Mais nous sommes conscients qu'il y a 15 000 clandestins qui pillent la Guyane et qui font des dégâts environnementaux énormes. Donc s'il n'y avait pas un seul clandestin, si l'État arrivait à juguler ou à éradiquer leur page clandestin, on pourrait s'asseoir autour d'une table et dire, même nous, dire effectivement, on va réduire, on va voir comment on peut faire, quitte à arrêter. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans les règles qu'on nous fixe, à la virgule près. Et en face de nous, il y a des gens qui ne respectent rien. Donc de toute manière, cet or-là sera pris. Donc on fait quoi? On travaille, on nous laisse travailler, on développe le secteur minier, on laisse la chance aux jeunes Guyanais de se lancer, ou on abandonne ça aux clandestins? Aujourd'hui, c'est ça la question. Je vais citer le courrier que vous avez envoyé à Gabriel Serville. Le code minier prévoit que toute nouvelle autorisation de travaux miniers soit soumise à des garanties financières, des garanties financières qui visent à couvrir la restauration du site et son maintien en sécurité avant et après fermeture. Ça veut dire quoi exactement, Thierry Favaretto? Je vous cacherai pas qu'on ne comprend absolument pas ce sujet. Ça fait 20 ans qu'on fait ce travail-là, on le maîtrise parfaitement, on réhabilite nos sites, on démantèle les bases vie. Surveillance et maintien en sécurité, c'est sûrement valable, c'est un texte national, donc c'est sûrement valable pour une carrière dans la région bordelaise ou dans la région lyonnaise. Et intervention en cas d'accident avant et après la fermeture, pour nous, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Ça voudrait dire quoi? Qu'on réhabilite nos sites, qu'on les revégétalise. En aparté, j'aimerais dire que chaque société minière guyanaise, chaque artisan minier replante au moins 40 000 arbres par an. Donc ça voudrait dire que on fait notre travail et que l'année d'après, ou 2 ans après, ou 3 ans après,
Des clandestins viennent, travaillent les berges ou repassent des affluents, dévastent notre travail, notre habilitation, et c'est nous qui sommes responsables de ce qui va se passer. Donc pour nous, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Et ce point-là, on ne vous le demandait pas auparavant finalement d'avoir des cautions financières importantes en prévision de ce qui pourra être fait une fois que l'exploitation aura commencé ? Mais c'est surtout qu'il n'y en a pas besoin. On le fait sans caution financière. Nous, on a tout intérêt à réhabiliter nos sites au fur et à mesure. Aucun orpailleur, aucun artisan minier guyanais ne va laisser derrière lui 2 km à réhabiliter ou 1 km ou 500 mètres à réhabiliter, sachant qu'à la fin, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Donc, tous les artisans miniers réhabilitent le site au fur et à mesure. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Et on parle de quel genre de somme, ces cautions financières, ça s'élève à combien exactement ? Pour le moment, on n'a pas les sommes, mais on ne serait pas surpris que ça soit entre 100 et 200 000 euros par titre minier. Alors je continue de citer le courrier. Les artisans miniers multiplient les AEX avec souvent plusieurs sociétés. La somme des cautions financières, vous avez commencé à le dire, pouvant alors s'élever à plusieurs millions d'euros. Vous demandez quoi là exactement, Thierry Favaretto ? Il y a cette réunion donc avec le président de la CTG à 12h30. Est-ce que la collectivité peut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là ? Je pense que en mai, nous avons commencé à discuter avec l'État des problèmes que nous avions. Des promesses ont été faites à la profession, mais ont été faites aussi aux élus guyanais. Je suis obligé de constater qu'aucune des promesses n'a été tenue. Donc nous allons aller voir M. Serville et lui rappeler que lui-même était là pendant les réunions, qu'on lui a fait à lui aussi des promesses, et que maintenant, il doit prendre les dossiers sous le bras et nous représenter auprès de la préfecture et de l'État pour exiger que les promesses soient tenues. Et en premier lieu, le plus urgent, c'est d'enlever les garanties financières. Parce que pour nous, elles sont inacceptables. En avril dernier, là, ce que vous avez commencé à expliquer, vous faites allusion à cette mobilisation, on va dire, voilà, qui avait eu de votre secteur, une réunion de travail, des tables rondes qui avaient réuni la FEDOMG, le préfet de Guyane, beaucoup d'élus guyanais, et également, je me souviens de cette phrase du député Jean-Victor Castor qui avait dit que la première source d'insécurité, on va dire, des orpailleurs légaux, c'était l'insécurité administrative. 6 mois plus tard, il n'y a eu aucun changement à ce niveau-là, finalement ? Il y a eu environ 10-12 demandes, il y a eu 10-12 promesses et aucune n'a été tenue. La seule chose qu'on a obtenue, c'est le passage en commission des mines de titres miniers, qu'on pourrait appeler titres miniers guyanais, les AEX, des dossiers bloqués, certains depuis 2 ans. Tout ce qu'on a obtenu, c'est que ces dossiers soient débloqués. Oui, la préfecture avait expliqué qu'il y avait eu beaucoup plus d'AEX délivrés sur la première partie 2023, on va dire, que lors des années précédentes. Certes, l'État a fait son travail tout simplement. En fait, on a imposé à l'État qu'il fasse son travail. Sauf que depuis, en théorie, il y a une commission des mines tous les mois. Depuis, il n'y a pas eu de commission des mines. Depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'août. Aucune commission des mines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire on est pour le développement de l'activité minière légale, on débloque des dossiers qui sont vus depuis 2 ans, alors que normalement ça devrait être fait en 6 mois, et derrière on passe plus aucun dossier en commission des mines. C'est pas possible. Il y a des discussions là en ce moment et à venir avec la préfecture et les services de l'État. Pour le moment, on recontacte les élus guyanais, on les recontacte, on leur dit qu'on est arrivé à bout, qu'on a tenté la conciliation, on a tenté de discuter, on nous a fait discuter par des réunions, des réunions et réunions, ça n'aboutit pas. Donc maintenant on va voir les élus, on va leur dire que on a été pris pour des idiots, de fait eux aussi, donc on va demander aux élus de prendre ces dossiers et d'aller où il faut, aller à Paris et demander à ce qu'on soit pris au sérieux. D'ailleurs, on est en train de se réunir avec d'autres syndicats qui ont les mêmes problèmes que nous, de toutes ces contraintes administratives. Et si nous n'avons pas de réponse concrète très rapidement, nous allons commencer des actions. Des syndicats agricoles, c'est bien ça, vous me disiez. Il y a des syndicats agricoles, il y a d'autres syndicats. Et j'invite les secteurs d'activité qui ont ce genre de problème à rentrer en contact avec nous. Et parce que, pour revenir sur la mobilisation qui avait eu quelques mois, je me souviens qu'à l'époque, José Mariema s'était félicité que pour la première fois, il y avait eu un consensus entre vous, les élus, les parlementaires et les exécutifs.
C'est quoi le point bloquant finalement? Qu'est-ce que vous constatez? Vous, il y a des réunions, on a l'impression que les choses avancent et finalement ça ne marche pas. On est comme vous, on a l'impression que ça avance et puis ensuite on nous noie sous des réunions, on nous noie sous des groupes de travail qui finissent par n'aboutir à rien du tout, hormis des réunions pour organiser des nouvelles réunions. Vous savez qu'on est les spécialistes en France de ça. Et à la fin, on a toujours les mêmes problèmes sur les chantiers. On a notamment ces problèmes d'eau turbide, on a des problèmes récurrents avec l'ONF, on a de plus en plus de problèmes avec l'OFB, et on n'est pas les seuls. Quand on parle de l'ONF, aujourd'hui est un frein total au développement économique de la Guyane. Donc tout le monde le sait, la CTG le sait, on l'a redit en mai, et rien n'est fait contre cet organisme. Très concrètement, ça veut dire quoi que vous avez des problèmes finalement avec l'ONF et l'OFB? Ça passe par quel genre de relation finalement entre eux et vous? En fait, c'est très simple. C'est que on a même les preuves que ces organismes sont contre l'orpaillage. Et orpaillage légal et illégal, pour eux c'est la même chose. Donc ils se servent de leur poste pour en fait petit à petit appliquer avec zèle toutes les règles, quitte à les appliquer, les surappliquer, jusqu'à ce qu'on soit tous fatigués, écœurés de travailler. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pignon sur rue, qui réfléchissent à arrêter. Alors qu'on est une activité qui a de l'avenir. Si on nous laisse travailler, si on nous laisse prendre la place des clandestins, il y a un bel avenir pour les Guyanais avec l'orpaillage en Guyane. Vous, personnellement, ça vous est arrivé de vous dire j'arrête ou je vais arrêter? Tous les jours. Tous les jours. On a combien de sociétés minières aujourd'hui en Guyane d'ailleurs, Thierry Favaretto? Aujourd'hui, il y a une trentaine de sociétés minières. Une trentaine de sociétés minières qui produisent environ une tonne d'or. C'est-à-dire 10% de ce que produisent les clandestins. Alors, il y a l'aspect financier, on en a dit quelques mots, il y a aussi l'aspect sécuritaire. On se souvient que, voilà, il y a quelques mois, il y avait eu une forte médiatisation autour d'une certaine recrudescence, on va dire, des braquages qui avaient lieu sur les sites miniers légaux. Là, la situation, en ce début 2024, c'est quoi? Bon, depuis quelques temps, c'est plus calme. Ça vient aussi du fait que les sociétés légales, les compagnies guyanaises, en fin d'année, arrêtent pour partir en vacances, comme tout le monde. Donc effectivement, si les chantiers ne travaillent pas, il y a moins de chances d'être attaqués. On va voir ce qui se passe à partir du mois prochain. Vous avez beaucoup parlé d'orpaillage illégal. Je me pose une question en vous écoutant. Je suppose que vous avez dû suivre ce recours qui a été déposé la semaine dernière. On en parlait encore hier matin à cette même antenne. Ce recours déposé au tribunal administratif de Cayenne pour finalement faire condamner l'État pour ses carences fautives en matière de lutte contre l'orpaillage illégal. Un front commun finalement entre toutes ces associations-là. Il y a des associations environnementales. Il y a aussi des associations qui viennent en aide aux victimes du mercure sur le marronnier. Un front entre eux et vous, miniers légaux, ce serait possible ou pas? Si les associations nous disent, écoutez, effectivement, le discours que vous tenez est le bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. C'est pas ou l'orpaillage ou pas l'orpaillage, c'est ou l'orpaillage légal ou l'orpaillage illégal. Si les associations vont dans ce sens, on est ouvert à la discussion. Elles peuvent rentrer en contact avec nous sans problème. Parce qu'en tout cas, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut un changement drastique dans la lutte contre l'orpaillage illégal, parce que peu importe l'angle sous lequel on observe le problème, finalement, ça ne peut pas changer en l'état. Dernier résultat des opérations Harpie, c'est une saisie de 3,5 grammes d'or. 3 grammes d'or. Vous avez bien entendu, je ne parle pas de 300 kilos d'or, 3 grammes d'or. Donc ça veut dire que l'État a beau faire ce qu'il peut, le territoire est tellement immense qu'il n'y arrivera pas. Le seul moyen, c'est nous. La solution, c'est nous. Laissez-nous travailler, laissez-nous. On connaît la forêt, on connaît la Guyane parfaitement. Et en plus, on peut former beaucoup de personnel, beaucoup de gens localement. Donc laissez-nous travailler, laissez-nous développer l'économie guyanaise et éliminons ensemble tous ces clandestins. On en est où, Thierry Favaretto, sur cette volonté qui avait été affichée par l'ancien préfet Thierry Kifelec de remplacer les orpailleurs illégaux par des orpailleurs légaux? Il y a eu une ordonnance en 2022 qui était allée dans ce sens. Un an et demi plus tard, ça donne quoi? Rien. Des complications. Je pense que le préfet était plein de bonne volonté, mais il se heurte ensuite à toutes les règles. C'est-à-dire que lui dit, ou d'autres services de la préfecture disent c'est bon, on va y aller, on va remplacer les illégaux par des légaux.
Et puis derrière, il y a quelqu'un qui lui tape sur les doigts, qui lui dit attention, il y a le code minier, attention, il y a le code de l'environnement, attention, il y a le code de ceci, il y a cela, il y a tel paramètre. Et à la fin, on aboutit que 12 mois après ou 24 mois après, aucun légal n'a été installé à la place des illégaux. Merci beaucoup Thierry Favaretto d'avoir été avec nous ce matin. Avant de terminer, je sais que vous vouliez donner peut-être une adresse mail s'il y a des personnes qui voulaient entrer en contact. Si des secteurs d'activité qui se sentent concernés veulent nous rejoindre, c'est artisan au pluriel, minier au pluriel, guyanais au pluriel, @gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Je le rappelle donc, une réunion a lieu aujourd'hui avec le président de la CTG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes le directeur général de la compagnie minière Sial. Très bonne journée, à bientôt.